De façon plus générale, la sélection naturelle s'inscrit dans un ensemble de mécanismes logiques qui peuvent s'appliquer à une grande variété de domaines dès lors qu'on retrouve les 3 critères suivants. Une forme d'héritabilité de génération en génération, une forme de variabilité des petites mutations qui viennent créer de nouvelles caractéristiques, et une certaine pression sélective qui va favoriser certains individus aux dépens des autres. Alors ici, je vais aller un petit peu plus loin. Donc, il y a des mutations génétiques. Ces mutations vont faire apparaître certains caractères. D'accord? Par exemple, l'hypertolérance au nickel. Mais il pourrait y avoir des mutations qui vont dans l'autre sens et qui vont faire que certains caractères ne s'expriment pas. Donc, prenons un cas ici, ce sont des poissons des glaces de la famille des Canictidae qui vivent dans l'Antarctique. Vous voyez, dans l'Antarctique, tout au fait dans le sud, là, dans les eaux dont la température varie entre 4 et moins 2 degrés. Donc vous allez dire, oui, mais l'eau gèle à 0 degré. Oui, mais non, parce que c'est de l'eau salée et le sel empêche la formation de la glace quand elle reste autour de 0 de toute façon. Ok? Donc ces poissons vivent dans cette eau-là. Eh bien, le sang de ces poissons contient des protéines antigel. D'accord? Et l'autre chose qui est étonnante que vous voyez dans ces petites fioles ici à gauche, c'est que le sang de ces poissons n'a pas de globules rouges. Donc les échanges d'oxygène se font à travers la peau. L'O2 qui est dissous dans l'eau passe dans le sang et est transféré aux organes. Et leur corps ne contient pas du tout d'hémoglobine qui a cette couleur rouge. Et pourtant, quand on prend l'ADN de ces fameux poissons des glaces, on va retrouver le gène qui code pour l'hémoglobine. Donc la mutation n'a pas été, hop, ce gène n'existe plus. Non, là, la mutation a introduit un nouveau gène qui dit de ne pas réaliser la fabrication de l'hémoglobine. C'est génial, hein? La sélection. J'ai parlé de cette force évolutive dans plus d'une quinzaine d'épisodes et c'est que même si l'évolution se fait avec plusieurs forces différentes, celle-ci est particulière. Elle a une direction vers une meilleure adaptation des organismes à leur environnement local. Ce qui est intéressant, c'est que de nombreuses populations humaines ont des adaptations à leur environnement local, et à ma connaissance, personne n'a jamais tenté de les résumer dans une vidéo YouTube. Du coup, c'est parti. Dans le village minier de San Antonio de los Cobres, sur le haut plateau argentin, les habitants ont développé une résistance à l'arsenic. Ce poison est présent en concentration élevée dans les sols et l'eau qu'ils boivent en est contaminée. L'un des habitants du passé a dû naître avec une mutation qui permet la détoxification de l'arsenic et il se portait probablement un chouïa mieux que ses compatriotes. Il a fait plus de bébés ou des bébés de meilleure qualité qui eux-mêmes portaient le gène et ils ont fait plus de bébés et de meilleure qualité et au fur et à mesure des générations, ce gène s'est répandu dans la population. D'autres populations humaines ont développé des résistances à des maladies. La malaria est toujours responsable de la mort de plus d'1 million d'enfants, et un peu partout sur le globe, des gens naissent avec des défenses physiologiques pour rendre la vie du parasite plus difficile. Certaines populations africaines ont également développé des défenses contre la trypanosomiase, et en Chine, on retrouve des traces de protection génétique contre le choléra. D'autres peuples se sont même adaptés aux conditions de leur environnement. Les pygmées ont subi par le passé une sélection très forte pour la petite taille, afin d'économiser des ressources déjà rares dans les écosystèmes assez pauvres que sont les forêts tropicales. Cette adaptation est d'ailleurs apparue dans plusieurs populations de pygmées indépendamment, ce qui renforce l'idée que c'est vraiment une solution efficace, évolutivement parlant. Inversement, les habitants d'Europe du Nord ont subi une sélection génétique pour une grande taille, ce qui explique en partie pourquoi les Hollandais sont les plus grands du monde. Par contre, on ne sait pas du tout pourquoi les Hollandais plus grands sont avantagés évolutivement par rapport aux plus petits. Peut-être que c'est de la sélection sexuelle, les meufs préférant les grands mecs, mystère à Amsterdam. D'ailleurs, c'est un peu comme les cheveux épais qu'on retrouve en Chine. On sait qu'il y a eu de la sélection génétique quelque part, mais alors pourquoi ? D'autre part, j'ai déjà parlé des Polynésiens qui sont big parce que leurs ancêtres ont subi une sélection pour emmagasiner les ressources à don. Également, le manque d'oxygène en altitude a été une pression de sélection pour de nombreux peuples montagnards. Ces adaptations à l'altitude ont été développées plusieurs fois de façon indépendante chez différentes populations humaines, parmi lesquelles on compte les habitants des hauts plateaux d'Éthiopie, du Tibet et du Caucase. C'est encore une convergence évolutive qui montre l'importance de cette adaptation. La couleur de notre peau est également un très bel exemple de sélection. La transition
peau noire vers peau blanche ayant eu lieu plusieurs fois. La peau noire confère une protection contre les ultraviolets qui provoquent des cancers, mais la peau blanche améliore la synthèse de la vitamine D par le soleil, qui est vitale lorsque la nourriture que l'on mange n'en offre plus assez. La nourriture a d'ailleurs eu un énorme impact sur l'évolution des humains. Les Inuits en sont un bon exemple. Leur corps est adapté à digérer une quantité phénoménale de gras qui vient des mammifères marins qu'ils chassent. Les peuples qui ont cultivé très tôt des plantes, comme le riz ou les céréales, ont acquis de façon indépendante plus de copies du gène produisant les amylases salivaires, les enzymes dans la salive qui découpent l'amidon, et ceux qui ont élevé des animaux produisant du lait ont pour la plupart subi une sélection leur permettant de pouvoir digérer le lait à l'âge adulte, ce qui est complètement une exception dans l'humanité. Ces anecdotes montrent que notre espèce a évolué dans tous les sens. Comme toutes les autres espèces du monde vivant, nous sommes un poème en écriture permanente. Premièrement, ces exemples d'adaptation à la nourriture montrent que les préférences culinaires d'un peuple vont influencer directement sur son génome. Or, nous transmettons à nos descendants ces préférences alimentaires, ainsi que des savoir-faire, des traditions et une culture. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ces deux types différents d'hérédité, la culture et les gènes, s'influencent en fait mutuellement. Notre culture a une influence sur nos gènes. Deuxièmement, la diversité des adaptations est dingue. Résistance à l'arsenic, aux maladies, au froid, à l'altitude, à l'absence de ressources, à des disettes trop longues, à trop de soleil, à pas assez de soleil et à la bouffe. Il n'y a absolument pas besoin d'aller chercher un exemple compliqué dans la nature pour prouver que l'évolution est vraie, il suffit de se regarder soi-même. Et pas non plus besoin de remonter notre évolution jusqu'à Homo erectus, car la plupart de ces adaptations ont quelques milliers d'années, tout au plus. Voilà. Tout ceci amène donc à une question. Mais du coup, est-ce que l'homme évolue encore? Est-ce que notre espèce va évoluer dans le futur? Eh ben en fait... Alors, la sélection naturelle, est-ce la raison du plus fort? Non, c'est pas le plus fort qui compte, c'est celui qui est le mieux adapté. Ok? Vous prenez un gentil poisson, et vous prenez Arnold Schwarzenegger avec tous ses muscles qui est le plus fort. Vous les mettez dans l'eau. Qui va mourir en premier? Schwarzy. Parce qu'il n'est pas adapté à la situation. Donc, dans le milieu marin, celui qui est au-dessus sur la chaîne de l'évolution, ce sera le poisson. Ce ne sera pas Arnold Schwarzenegger avec tous ses muscles. Donc, attention. Ok? Les populations accumulent des séries de modifications dues aux mutations. Ok? Celles-ci peuvent présenter un avantage, mais la plupart du temps, elles sont neutres. On ne les voit pas, on ne les repère pas. De plus, quand il y a eu des modifications, c'est très difficile de revenir en arrière. Mais parfois, elles peuvent être empêchées de s'exprimer. Donc, l'évolution, c'est un processus historique. On ne part pas de zéro. On avance, et parfois, on arrive à des cul-de-sac évolutifs. Et cette espèce d'animal, par exemple, qui a été créée, va mourir parce que ça ne marche pas. Et il faut bien avoir conscience que les formes de vie ne sont pas parfaites. Elles vont encore pouvoir s'améliorer pour s'adapter de plus en plus à leur milieu. Donc évidemment, ces théories qui datent d'il y a, pas encore 200 ans, mais qui a un certain temps, évoluent. Mais la base reste la même. Maintenant, on va parler de néo-darwinisme et notamment avec cette notion de gradualisme, ce que je vous expliquais avec notamment les poissons d'eau froide. Dans un environnement donné, les mutations préexistantes confèrent un avantage sélectif aux individus qui en sont porteurs. Ils ont donc une probabilité plus grande de se répandre dans la population. Donc, l'avantage, l'évolution est graduelle. D'accord? Donc, on peut affiner ce modèle. Il y a aussi la théorie des équilibres. Donc, il y a une longue période pendant laquelle on a un équilibre. Le milieu reste le même. Donc, la sélection reste la même. Et puis, paf, il y a une perturbation. Donc, soit une extinction, soit une radiation, que sais-je. Et l'équilibre est perturbé. Et donc, il y a sélection à ce moment-là. Et je voulais aussi vous parler d'une autre chose pour laquelle la théorie de la sélection naturelle de Darwin ne fonctionne pas. Parfois, l'environnement peut agir en orientant les modifications du génome. On a un peu remarqué ça. Ou il y a aussi la notion d'épigénétique. Ça, c'est très intéressant, cette notion-là. Donc, en fait, l'ADN est présent
Mais on remarque qu'il y a à côté des séquences d'ADN qui vont dire si ce gène doit être exprimé un peu ou beaucoup. Vous voyez? Et donc, ça, cette épigénétique va... c'est pas juste la présence du gène, non, c'est est-ce que je vais avoir beaucoup de ce gène ou pas beaucoup? Voilà. Et pour terminer cette petite vidéo sur la sélection naturelle, c'est quand même assez incroyable que Darwin a proposé ce modèle, ce mécanisme, sans avoir eu aucune idée de la notion d'ADN, sans savoir qu'il y avait des gènes et sans avoir aucun accès à cette théorie. Bravo, chapeau bas Darwin. J'espère que tu as bien compris tout ce que je t'ai expliqué. C'est vrai que c'est complexe et qu'il y a vraiment beaucoup d'informations sur le sujet. Aussi, n'hésite pas à l'écouter une deuxième fois s'il y en a besoin. D'accord? Alors, voici 5 questions. Alors, il y en a des simples au début et puis il y en a des compliqués qui vont prendre du temps pour y répondre. Donc, je compte sur toi pour faire ce travail bien rigoureusement seul. D'accord, sans recopier sur les autres, puisque ça fait longtemps que je ne vous ai plus demandé un travail. D'accord? La première question est très simple. Comment nomme-t-on l'étude de l'histoire de l'évolution des grandes familles d'animaux? Est-ce l'histologie, la géologie, la paléontologie ou la phylogénie? Pour répondre à cette question, tu dois d'abord aller chercher la définition de chacun des 4 mots au dictionnaire, sinon ça ne marchera pas. Question numéro 2. Que permet cette sélection naturelle? Elle permet de sélectionner les individus les moins forts du milieu, elle permet la survie des individus les mieux adaptés au milieu, ou elle permet d'éliminer les individus les mieux adaptés au milieu. Tu recopies la réponse évidemment. Question numéro 3. Quel mécanisme l'image suivante représente-t-elle? La croissance normale, la sélection naturelle ou la reproduction? La question numéro 4 est un petit peu plus compliquée, mais pas trop. Il va falloir que tu recopies ces 5 affirmations qui sont données ici, mais dans l'ordre. Et donc, pour en faire des étapes successives. Ici, elles sont mises dans le désordre. Donc, il y a dans les propositions l'étape qui est la répétition des étapes précédentes pour augmenter le nombre d'individus présentant les caractéristiques souhaitables. Il y a l'apparition de différences entre les individus engendrés, l'adaptation de l'espèce au milieu, la reproduction des individus de la même espèce, l'application de la sélection naturelle favorisant ceux qui sont les mieux adaptés. Donc, je te demande de remettre dans l'ordre ces étapes. Les questions précédentes étaient pour voir si tu avais bien compris la théorie. Voyons voir maintenant si tu sais l'appliquer à un nouveau cas. Donc, ici, je vous présente 2 cas qui sont similaires, qui est le coq de bruyère et puis le paon bleu. Vous en choisissez un des 2, d'accord? Je vous demande de comparer les plumages des mâles et des femelles et d'imaginer un modèle de sélection qui explique pourquoi des plumages aussi différents peuvent aujourd'hui être observés. D'accord? Donc, soit vous prenez le cas du coq de bruyère, soit vous prenez le cas du paon bleu. Et vous m'expliquez comment se fait-il que le mâle ait ses grandes plumes et pas la femelle. Voilà, bon travail!